Bienvenue tout le monde à cet échange. Les voix des jeunes en matière de climat sur la scène mondiale, amplifier les connaissances locales. Bienvenue. Je m'appelle Angelina Pelletier. Comme Jenny l'a mentionné, je suis chargée de projet avec Tamarack et la plupart de mon travail a été axé sur essayer d'avoir plus de connaissances au niveau des communautés autochtones et ainsi de suite, partout dans l'île de la Tortue. Aujourd'hui, je suis avec vous du territoire du traité numéro 1. C'est à Winnipeg, au Manitoba, et ce sont les terres ancestrales des Anishinaabe, des Cris, des Ojibwe, des Dakota, des Dene et de la patrie de la nation métisse de la Rivière-Rouge. Important à noter aussi que l'eau que nous consommons provient de la Première Nation de Shoal Lake sur le territoire du traité numéro 3. Et ce territoire se trouve en Ontario. Alors, allons-y, nous allons entamer cet échange très important. Je vous invite à utiliser la section clavardage pour nous dire d'où vous joignez, d'où vous êtes aujourd'hui, qui vous représentez, quelle communauté vous représentez ou encore quelle organisation ou organisme. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne le savent pas, à Tamarack, nous utilisons la pensée collaborative pour appuyer des communautés partout dans le monde. Cette vision vise à être inclusive et nous voulons avoir donc un avenir inclusif, équitable et surtout durable où les communautés sont équipées des compétences dont elles ont besoin pour aborder la crise climatique en utilisant une lentille holistique qui appelle chacun à s'inscrire. Nous disposons également de réseaux croissants d'acteurs du changement dans tout le pays qui s'engagent à faire le travail nécessaire et certaines sont avec nous aujourd'hui. Et ce travail est nécessaire non seulement pour lutter contre le changement climatique ici sur l'île de la Tortue, mais aussi pour inciter les autres à les rejoindre dans cette démarche. Aujourd'hui, nous voulons explorer comment les jeunes du Canada peuvent adapter l'action climatique. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Justine Brard du Youth Climate Lab, Carly Kawitana-Loff, gestionnaire des partenaires de l'initiative BIPOC de COP. L'interprète a beaucoup de difficultés à entendre Angelina. Il y a également Kat Kadingoff, qui est de la Fondation for Environmental Stewardship. Dans la section clavardage, vous allez pouvoir avoir accès à toutes leurs biographies, sinon elles sont également disponibles en ligne. Je pense que toutes les intervenantes pourront expliquer le travail qu'elles abordent et qui elles sont. Tel que je l'ai mentionné, nous allons examiner des sujets aujourd'hui, notamment les messages, comment créer de la dynamisme également, mais nous voulons aussi apprendre à renforcer les capacités tout en ayant un impact positif sur les plateformes internationales. Et les jeunes occupent une place centrale dans les espaces de décision et leur participation est valorisée. Mais voici une question dont on se pose. Est-ce suffisant? Et quel genre d'organisations sont valorisées? Donc, pour répondre à cette question et plusieurs autres, il me fait plaisir de présenter certaines des personnes qui sont des agents de changement. Tout d'abord, Justine Brard, et je vais dire quelques mots. Ensuite, je vais vous céder la parole. Elle est directrice exécutive de Youth Climate Lab. Et dites-moi si je prononce très bien votre nom, Kat. Pardon, Kat est la directrice générale de la Fondation Foundation for Environmental Stewardship et Carly Kawitana-Loff est coordonnatrice de l'engagement des jeunes à Kanawaki Collective Impact et responsable des partenariats pour l'initiative BIPOC 2 COP. Bon, lançons-nous dans la première question et nous écouterons ensemble les réponses. Première question, dans aucun ordre en particulier, mais nous allons commencer avec, je regarde Kat. Kat, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui capte le plus votre attention et votre énergie dans vos organisations respectives en ce moment? Je pense aussi à COP 27 et COP 15. Bonjour tout le monde. Bonjour, bon matin.
Je ne sais pas d'où vous êtes, mais enfin, je m'appelle Kat et je suis la directrice générale de FES, Foundation for Environmental Stewardship. Et nous sommes une organisation qui offre du financement et de l'aide technique pour certains projets. Moi, je suis à Calgary, sur le territoire du traité numéro 7. Voici ce qui capte beaucoup mon attention ces temps-ci. Pour ma part, je crois qu'une partie du travail que nous faisons à FES, c'est un projet qui s'appelle Youth Harbor. Alors, nous avons différents projets et nous avons vu cette reconnaissance et l'importance du travail mené par les jeunes pour le changement climatique, pour lutter contre le changement climatique. Donc, dans ce projet, nous essayons d'amplifier ce travail, que ce soit par exemple en offrant un soutien ou un financement significatif ou d'autres soutiens techniques. Et comment pouvons-nous nous assurer que les jeunes participent et au bon endroit? Souvent, lorsque l'on parle de la jeunesse, on pense de plusieurs étapes. Tout d'abord, on dit, bon, ils ont besoin d'argent, alors on leur lance de l'argent. Et on se dit que ce serait la solution au problème. Mais notre projet, ce que nous tentons de faire, ce n'est pas seulement redistribuer les fonds là où les gens en ont besoin, mais aussi de façon holistique, on pense à où sont les vécus réels des jeunes. Comment pouvons-nous rendre leur vie plus facile? Comment pouvons-nous ouvrir des portes, les mettre en communication avec d'autres réseaux? Donc, avant COP27 et COP15, voilà ce qui capte notre attention, c'est que nous voulons cibler les jeunes pour qui on veut amplifier les voix. Et aussi, nous essayons de penser de façon holistique à savoir quels sont leurs besoins. Et ici, on regarde quels sont les bons bailleurs de fonds, les bons réseaux, mais aussi des occasions pour eux de pouvoir se reposer, d'avoir davantage de résilience. Et nous cherchons aussi à amplifier leur voix en prévision du COP27 et COP15. Ici en Génila, oui, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie que vous avez investi dans cela. Dans la section clavardage, j'ai mis un lien et je vois que Jamie a également ajouté des liens pour le projet Youth Harbor et les autres organisations également qui sont représentées aujourd'hui. Et maintenant, Carly, qu'est-ce qui capte le plus votre attention et votre énergie présentement? Bonjour, c'est Egon. Alors, bonjour tout le monde. Je suis ici à Kahnawake. C'est le territoire Mohawk. Je suis la coordonnatrice de l'engagement des jeunes. Alors, ma tâche inclut le changement climatique, mais c'est une petite partie. Mais le plus important pour moi, c'est de pouvoir faire participer les jeunes à Kahnawake par le biais de ce projet d'impact collectif. On parle notamment de la culture, de la souveraineté, le bien-être des jeunes, entre autres. Ce que l'on veut, c'est que les jeunes participent à ces projets, qu'ils se sentent appuyés et entendus et en mesure de pouvoir faire leurs propres propositions dans ces différents domaines. Alors, ce qui capte beaucoup mon attention présentement, c'est que nous avons mis sur pied un nouveau projet, le Youth Ambassadors Project. C'est un projet pilote d'une durée de 10 semaines. On veut que les jeunes nous arrivent et qu'ils nous arrivent de façon plus durable. Et même, on peut leur offrir un cachet pour être l'ambassadeur des jeunes. On leur donne de la formation sur la gestion de projets, sur la mobilisation des jeunes, la gestion budgétaire et aussi comment pouvez-vous mobiliser vos passions pour les canaliser vers un projet. Les jeunes nous arrivent demain pour la première session. Il y a 9 jeunes ambassadeurs et ambassadrices. Du côté de la lutte contre le changement climatique, nous avons une délégation de jeunes qui iront à COP. Ils sont 6 jeunes âgés de 19 à 29 ans. Et on s'appelle de façon informelle la délégation des jeunes de Kahnawake. Mais
Déjà, il y a plusieurs organisations qui commencent avec le mot Ganawage. Alors maintenant, on s'appelle en- les gardiens de la terre, les gardiens et les gardiennes de la terre. Alors, nous préservons, protégeons la terre, nous en prenons soin. Donc, c'est aussi le nom de notre groupe parce qu'il y a, on veut que ce soit un groupe de gens qui ira ensemble à COP, mais aussi qui fera du travail sur le terrain. Merci, c'est génial, dit Angelina. Il semblerait que vous avez beaucoup de projets en cours et aujourd'hui, c'est le 12 octobre. Il ne reste qu'un mois avant ces grands événements. Alors, Jasmine, vous voulez vous présenter un peu et répondre ensuite à la question à savoir qu'est-ce qui capte le plus votre énergie présentement. C'est génial. Merci, Angelina, dit Jasmine. Bonjour, je m'appelle Jasmine. Mes pronoms sont elle. De façon générale, de fait, moi aussi, je suis sur le traité 7 à Calgary, mais cette semaine, je suis en visite à Tucson, en Arizona, pour une conférence des éducateurs et des éducatrices. Si vous êtes dans le coin, laissez-moi le savoir. J'aimerais bien vous rencontrer. Bon, pour commencer, je commence cette conférence. Ensuite, je vais aller à COP 27 et COP 15. Je pense que je peux parler au nom de plusieurs jeunes qui travaillent dans ce domaine, que cet automne est très occupé au plan du changement climatique. Il y a des choses qui nous gardent très occupés ici au Youth Climate Lab. À Youth Climate Lab, c'est une organisation par les jeunes, pour les jeunes. Nous sommes basés au Canada, mais nous avons des projets partout dans le monde. Notre mission, de façon générale, c'est d'outiller les jeunes avec les outils et les compétences qu'ils auraient besoin pour pouvoir s'attaquer aux problèmes climatiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous le faisons par le biais de projets, de programmation. Nous travaillons sur 3 domaines, c'est-à-dire la politique, les finances et la perfection des compétences. Plus tôt, ce mois-ci, nous avons lancé notre boîte à outils. Vous pouvez le trouver sur notre site Internet. C'est une bibliothèque numérique ouverte et cette bibliothèque cherche à optimiser les expériences des jeunes et à les inciter à agir pour lutter contre le changement climatique. Les 2 boîtes d'outils que nous avons notamment, il s'agit de la politique et aussi un glossaire sur la justice climatique, entre autres. Outre la boîte à outils, eh bien, je pense que ce sont les conférences qui nous gardent très occupés cet automne et jusqu'à l'année prochaine également. Donc, mon organisation participera à COP 27 pour les 2 semaines de cette conférence, mais nous allons également travailler avec Students on Ice et nous aurons une délégation de jeunes avec nous également. Ces jeunes nous amènent beaucoup d'expérience pour ce qui est de politique dans l'Arctique et des questions associées aux océans. Donc, nous voulons parler avec d'autres jeunes de partout dans le monde, mais dans nos pavillons, nous allons offrir des ateliers et aussi quelques conférences. Alors, suivez nos médias sociaux pour voir ce que nous allons faire. Voilà. En gros, c'est ce qui nous amènera à la nouvelle année. Oui, c'est beaucoup, dit Angelina. C'est sans arrêt. Et je voulais vous parler d'une ressource que j'ai trouvée, préparée par un des mouvements des jeunes et aussi par le Climate Lab. Il s'agissait d'un document de politique. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, nous l'avons inclus dans notre liste de ressources pour la Journée nationale de la vérité et de réconciliation chez Tamarack. Alors maintenant, nous allons rentrer vraiment dans les détails de la justice climatique et du travail dans ce domaine. Et je pense à l'auditoire ici. J'aimerais qu'on fasse un remue-ménage pour trouver et parler de façon que les gens peuvent participer à ce processus.
notamment lorsque l'on pense du pouvoir et du privilège et les accès à ces domaines. Donc, de quelle manière pouvez-vous demander, bon, de quelle manière les personnes des différentes générations ayant des privilèges et un accès au pouvoir peuvent-elles s'inscrire et être des alliés des jeunes activistes climatiques? Je pense que c'est une excellente question, dit Kat. Et j'encouragerais mes deux collègues à interjecter parce que j'aime beaucoup ce genre d'échange avec différentes conférencières. Souvent, lorsque des personnes plus âgées viennent me voir et me demandent conseil, moi, je leur demande simplement de réfléchir à leur position. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode efficacité, de productivité, et ils oublient qui ils sont. Ils oublient qu'ils sont dans le contexte de ce système plus grand. Pour ce qui est de notre travail, il y a 4 façons que vous pouvez opérer dans cet espace. Vous pouvez être un contributeur à perpétuer ces iniquités, ou vous pouvez essayer de changer le système à partir de l'interne. Vous pouvez être bénéficiaire ou une victime de ces systèmes. Dans ces 4 systèmes dans lesquels les gens existent, je dirais qu'elles sont valables. Et ils ne sont ni bonnes ou mauvaises, mais nous devons penser au système et comment nous pouvons optimiser la situation où on se trouve dans ce système pour militer. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, nous voulons appuyer les jeunes. Ils disent, eh bien, je veux agir à titre de mentor, mais faire du mentorat, quel genre de mentorat? Êtes-vous vraiment en mesure d'être un bon mentor ou connaissez-vous quelqu'un d'autre qui pourrait avoir de meilleures retombées? Donc, est-ce que c'est vraiment aussi ce dont les jeunes ont besoin du mentorat ou plutôt est-ce qu'ils ont simplement besoin de créer des liens? Donc, lorsque l'on parle d'alliés, je vous inviterai à entreprendre cette réflexion. Pensez comment vous pouvez aider les jeunes, mais pensez vraiment à ce que vous voulez. Les générations plus vieilles, souvent, vont penser, ah, les jeunes ont besoin de ci et de cela. Mais en réalité, il y a ce grand décalage entre la réalité et nos besoins. Allez-y, Carly. J'aime beaucoup la description de Kat. Il faut demander aux gens de penser où ils se trouvent dans ce système et tout le monde sera dans un endroit différent. Donc ça, c'est la première étape. Où vous vous situez dans cette étape, dans ce système et aussi quelles sont vos ressources. Et un point sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est que lorsque l'on parle d'optimiser les pouvoirs et les ressources que vous avez, soyez conscient de votre démarche. Donc, nous, avec notre délégation à COP, eh bien, l'an dernier, j'ai communiqué avec des bailleurs de fonds et c'est un bon exemple à savoir comment vous pouvez être un bon allié pour les jeunes qui tentent de faire ce travail où vous pouvez mettre de l'avant vos propres objectifs. Je m'explique. Certains des bailleurs de fonds avec qui on a communiqué nous ont dit oui, mais et ensuite, ils nous donnaient tous ces obstacles qu'il fallait surmonter. Ou parfois, des fois, ils nous donnaient des démarches à entreprendre qui faisaient que notre travail était encore plus difficile et que ça n'avait pas la peine d'obtenir ce financement. Donc, on a simplement décidé de ne pas aller de l'avant avec ces offres. Donc, soyez conscients, si vous avez accès à des ressources, vous devez réfléchir à savoir comment ces fonds peuvent être plus accessibles. Pensez plutôt comment vous offrez ces fonds. Est-ce que vous êtes en train de minimiser les barrières, les obstacles? Enfin, là, je parle plutôt des gens qui ont un pouvoir institutionnel. Mais parlons de quelqu'un comme moi qui travaille justement comme coordonnatrice à l'engagement des jeunes. Eh bien, moi, j'avais participé à COP 25 bien avant la COVID
et j'avais pu participer par le biais d'une délégation québécoise. Et cette délégation acceptait des candidats ou candidates de francophones. Mais mon niveau de français n'était pas assez bon pour déposer cette candidature. Mais même quand j'ai été acceptée, ils n'ont pas pu couvrir plusieurs choses, notamment comme les vols. Et j'étais la seule jeune autochtone au sein de cette délégation. Et personne vraiment au sein de la délégation s'intéressait aux mêmes choses que moi. Et voici ce qui en est ressorti. Moi, j'ai constaté que moi, je pouvais chercher des façons de créer ma propre délégation pour inviter des gens de ma communauté et de créer au sein de ce groupe un projet pour lequel nous pourrions être fiers. Donc, j'ai recruté des jeunes de la communauté. Je leur ai demandé quelles étaient leurs attentes pour cette délégation. Alors que moi, je n'ai pas beaucoup de pouvoir institutionnel, j'en avais quand même. Donc, moi, j'avais cette excellente expérience et j'ai vu des choses qu'on pouvait améliorer à partir de cette expérience. Et donc, j'ai trouvé une façon pour que ce soit une expérience améliorée pour d'autres. Donc, je cherche ces occasions. Merci, Carly. Oui, on voit à quel point ce travail, c'est vraiment une question d'essai et d'erreur. Et ça, c'est vraiment très utile. Et maintenant, Jazz, allez-y. Oui, Kat et Carly, d'excellentes réflexions, dit Jasmine. J'ai été dans ces situations comme jeune personne en essayant d'avoir accès à cet espace. Et maintenant, comme directrice exécutive d'une organisation pour les jeunes, nous avons souvent cette question, à savoir que veulent les jeunes. Récemment, je ne sais pas si c'est populaire de poser les questions, mais moi, je leur pose la question, mais que voulez-vous? Vous communiquez avec les jeunes et vous avez des offres pour ces jeunes, mais moi, je leur pose la question, eh bien, comment vous vous voyez dans ce rôle? Est-ce que vous êtes axé sur vous-même ou vous êtes axé sur les jeunes? Récemment, j'ai constaté que la jeunesse est devenue comme un mot à la mode, notamment comme l'éducation climatique, ainsi de suite. Et je constate que c'est devenu une boîte, une case pour les organisations et les organismes qui veulent participer. Parce que nous savons que les changements climatiques et à l'environnement auront des impacts sur tout le monde. Donc, c'est un paysage très intéressant. Et voici la raison pour laquelle moi, j'aime bien poser cette question aux organisations, c'est est-ce que nos valeurs et nos missions sont alignées? C'est très important, selon moi, le fait de travailler avec les jeunes. Même nous, comme organisation axée sur les jeunes et le fait qu'on travaille avec d'autres organisations semblables, on veut vraiment s'assurer que les valeurs sont bien alignées. En gros, pour répondre à la question, pour les personnes qui se retrouvent dans ces positions de pouvoir, si vous retenez quelque chose de cette conférence, eh bien, je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que je peux offrir? Est-ce que je peux offrir du temps? Est-ce que ce sont des postes ou des places au sein d'un conseil d'administration? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous assurer que les jeunes participent à la prise de décision? Et quels sont les obstacles que vous pouvez éliminer pour vous y rendre? Et ensuite, c'est une question de co-conception. Comment allez-vous travailler avec les jeunes pour vraiment vous assurer que vous allez mettre les jeunes au centre de vos intérêts, que vous allez mettre la résilience et le changement climatique au centre? Ici, Angelina, j'aimerais résumer certaines des réflexions, mais si vous aviez d'autres réflexions, allez-y. Mais j'ai entendu de réflexion, de l'autoréflexion aussi, vraiment comprendre votre situation dans ce système, votre position, éliminer les obstacles.
Parfois, on ne veut pas créer des obstacles supplémentaires. Être conscient notamment des défis auxquels seraient confrontés les jeunes, notamment pour ce qui est de l'accès. Y a-t-il d'autres choses? Avez-vous d'autres expériences qui ont été positives, qui pourraient mettre en valeur certaines actions? Alors, je pense aux gens qui nous écoutent et qui pourraient se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, vous savez, nous avons souvent ce genre d'échange, mais je me pose la question, eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour être consciente du mouvement écologique et ce mouvement, de fait, qui existe depuis des décennies? Kat, allez-y. Ici, Kat. Je pense que Jasmine avait levé sa main avant moi. Enfin. Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit Jasmine, c'est-à-dire d'inclure les jeunes de façon significative. Il y a une théoricienne politique qui parle de différents aspects. Donc, quel est le seuil? À quel moment est-ce que les jeunes deviennent vraiment une véritable personne, une personne qui serait utile? Parce que les gens pensent aux jeunes de façon monolithique. Ils pensent que les jeunes sont tous pareils et ils les traitent de cette façon. Ils parlent à une personne, une jeune, et ils se disent, ah, maintenant nous comprenons la jeunesse. Et c'est drôle aussi parce que avec les jeunes de façon générale, il y a des points de vue différents. Et il y a aussi de la tension au sein de la jeunesse également. Bien sûr qu'il y a cette tension. La jeunesse, c'est une période de votre vie. Et personnes vont peut-être le définir comme vous êtes en devenir ou vous êtes en train de devenir une personne véritable. Par contre, selon moi, je considère que c'est une période de découverte, de créativité, d'innovation. Vous n'êtes pas vraiment cynique, vous n'êtes pas lié par les traditions. Mais c'est le meilleur moment pour communiquer avec les jeunes, justement en raison de cette créativité. Nous devons donc ouvrir ces portes et comprendre que oui, peut-être que vous n'avez pas un doctorat ou tout ce vécu, toutes ces connaissances, mais ce que les jeunes ont, c'est de la créativité, de la liberté, des façons de penser capitalistes et aussi un optimisme, une vivacité. Oui, on parle d'être allié et ainsi de suite, mais c'est aussi pour offrir une place aux jeunes. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que moi, j'ai participé à des milliers de conférences, de conférences et je juge que le moment est venu pour avoir des nouvelles voix. Il y avait des bailleurs de fonds qui savaient que ce réseau était très difficile à percer. Donc, ils ont organisé des réunions pour moi. Donc, dans le domaine sans but lucratif, le bouche à oreille est très important. Et si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider à naviguer tout cela, c'est très difficile. Enfin, Jazz, je vous cède la parole. Et si Jazz, oui, c'est très semblable ce que je voulais dire. Nous, ce qu'on a trouvé à être des alliances dans cet espace et ce qui nous aide, c'est le fait d'avoir des pairs. Et parfois, ce sont d'autres organisations sans but lucratif. Et on sait que parfois, il y a cette concurrence pour le même financement, alors que justement, l'espace pour les jeunes prend beaucoup d'ampleur, le financement n'a pas emboîté le pas. Donc, on cherche souvent les mêmes ressources. Donc, c'est un problème dans le système. Mais je constate que le fait de travailler de près avec d'autres organisations pour les jeunes, pas nécessairement pour avoir un mentor dans le domaine, mais si vous êtes quelqu'un qui travaille dans ce domaine et peu importe votre position et vous êtes au courant de ressources ou vous avez rencontré des gens qui veulent s'impliquer, soyez le pont, créez des liens, aidez de toutes les façons que vous le pouvez. Mais
moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai fait une très courte conférence plus tôt cette année. Et lorsqu'il est venu le moment de nous payer, j'ai dit, voici notre cachet. Et ils nous ont dit, absolument pas. Et vous savez, ils nous ont payé 3 fois le prix qu'on avait demandé parce qu'ils voulaient nous appuyer. Et ils nous posaient la question, mais que faites-vous sinon? On ne veut pas seulement que ce soit un échange unique. Quels sont vos objectifs? Est-ce qu'on peut établir une autre conférence l'année prochaine? Et ce genre de relations, nous les valorisons vraiment parce que pour nous, on va au-delà de l'échange. Ça va au-delà d'une invitation pour faire partie d'un panel ou pour présenter le point de vue des jeunes. C'est une question de communauté. Merci, c'est génial. Alors, il faut viser haut, il faut demander davantage. Je pense que vous avez beaucoup parlé de l'importance de créer des liens. Et Carly, allez-y. Je me souviens de quelque chose qui s'est passé, notamment que les jeunes n'ont pas nécessairement les lettres de créance. Donc, par exemple, un master en affaires ou un doctorat. Mais je pense que c'est aussi important de rencontrer les jeunes là où ils sont. Il y a beaucoup d'occasions. On l'a déjà mentionné. Il y a plusieurs jeunes pour qui il y a des projets et du financement. Mais souvent, c'est un type de jeunes qui répondent à certains critères. Je vous donne un exemple. Avec la délégation de jeunes de Ganawake, je ne leur demande pas quel est leur vécu, notamment pour ce qui est du militantisme environnemental, parce que je sais que ça fait partie de notre culture. Et je sais qu'ils auront des opinions, des connaissances qui seront valables. Vous savez, notre capacité d'exister sur cette planète est menacée. Et le fait de dire aux gens, ah bien écoutez, vous devez avoir telle connaissance ou telle lettre de créance, eh bien, on parle encore d'accessibilité. Donc, encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui avait accès à des programmes, songez à qui vous ouvrez ces programmes. Merci, Carly, dit Angelina. Bon, j'aimerais aller un peu plus en profondeur. J'espère que c'était également utile pour l'auditoire de penser à des actions plus concrètes. Donc, je vais revenir à l'importance d'être axé sur les jeunes. Et je vais revenir sur la question précédente, mais enfin, comment peut-on s'assurer que les voix des jeunes sont entendues au-delà de leur communauté? Et je pense que Carly en a parlé. On n'a pas toujours besoin d'amplifier la voix au-delà de la communauté. Parfois, il faut aussi simplement se concentrer sur ce qui se passe localement. Mais pour les jeunes qui font partie de l'auditoire et qui ne savent pas nécessairement quelle démarche ils peuvent entreprendre pour s'assurer que leurs communautés ne sont pas laissées pour compte, pourriez-vous partager ou nous parler de certaines tactiques que les jeunes peuvent prendre pour s'assurer que leur voix soit entendue au-delà de leur communauté? Kat, allez-y. Oui, et je vais parler très rapidement parce que je pense que Jasmine et Carline ont fait beaucoup de travail et elles sont excellentes. Mais je reviens à cette auto-réflexion. Il y a un concept japonais et c'est une intersection en ce que vous aimez faire et ce dont le monde a vraiment besoin. Et moi, ce que j'aime encore le plus, c'est comment pourrais-je payer pour cela? Et lorsque vous avez cette intersection, ça s'appelle Ikigai en japonais. De fait, je suis asiatique, mais pas japonaise. Mais c'est cette notion que vous pouvez trouver votre raison d'être en faisant ce que vous voulez faire. Pour toute jeune personne, je vous encouragerais à entreprendre cette auto-réflexion.
en premier, notamment parce que c'est difficile de fonctionner dans un espace et jouer un rôle avec lequel vous ne vous identifiez pas. Vous pouvez trouver besoin de ceci et ça ne concorde pas avec qui ils sont. Donc, ça devient misérable. Donc, ça ne devrait pas être misérable. Ce ne sont pas tous les emplois qui feront en sorte que vous allez trouver cette combinaison de choses que vous aimez, mais à l'avenir, on veut s'assurer que l'avenir soit résilient et que nous soyons résilients également. Carly, oui, j'adore. Oui, il faut d'abord que les jeunes comprennent où sont leurs passions. Donc, c'est un bon point de départ. Merci beaucoup, Kat. Aussi, Angelina, vous en avez parlé également, mais je voudrais le réitérer. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de vos communautés. Ne sous-estimez pas combien vous voulez faire, que vous pouvez faire et quel impact vous pouvez avoir en commençant dans la communauté. On parle souvent de l'importance des voix des jeunes, qu'elles soient entendues au-delà de leur communauté. Mais il faut reconnaître que souvent, les voix des jeunes ne sont pas entendues au sein de leur communauté, mais c'est un bon point de départ. Et aussi, le travail que vous pouvez faire au sein de votre communauté pourrait être plus durable et avoir davantage de répercussions. Ici à Kahnawake, nous avons eu un jardin où on avait un acre de maïs. Et selon moi, cette activité peut appuyer, soutenir notre communauté et nous amener vers l'autonomie alimentaire. Et le fait de parler aux autorités gouvernementales, ce sera insuffisant. Je ne dis pas que ce n'est pas important, parce qu'il y a des jeunes qui pourraient s'intéresser à cela également. Le fait de parler, d'avoir une voix au-delà de sa communauté, c'est important. Mais de trouver des façons d'être présent et d'utiliser votre voix. Mais n'oubliez pas que cet espace rarement vous donnera ce dont vous avez besoin, ce dont votre communauté a besoin. Notamment lorsque l'on compare au fait de travailler pour et par sa communauté, au sein de sa communauté. Ici, Angelina, il y a souvent des aînés qui m'ont dit également que nous n'avons pas toujours eu de l'argent et que nous n'avions pas besoin d'argent pour amener le changement. Jasmine, je pense que je vais parler plutôt d'une histoire et comment moi je me suis retrouvée dans cet espace. J'espère que ça résonnera avec certaines personnes parce que c'est un peu chaotique, mais écoutez, ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine. Mais il y a 10 ans, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Donc, je suis microbiologiste. J'ai un diplôme en microbiologie et en immunologie et je voulais être dentiste. Mais non. C'est vraiment lorsque je suis arrivée à l'université que j'ai commencé à en apprendre davantage sur cet espace. Je vais vous donner du contexte. J'ai grandi à Medicine Hat en Alberta, très petite communauté. J'étais une de très peu de personnes de couleur dans ma classe. Et cela a fait en sorte que j'ai eu un manque d'accès à l'éducation environnementale, pour être honnête. Parce que moi, je crois que le système d'éducation est bien différent aujourd'hui qu'il y a 10 ans, lorsque j'ai été diplômée. Donc, vous arrivez à Medicine Hat et il y en a 5 qui vous souhaitent la bienvenue. C'est un espace qui est vraiment axé sur le pétrole et l'agriculture. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne s'intéressent pas à l'environnement et à leur communauté parce qu'ils s'y intéressent, et je reviendrai. Mais
Ce n'était que lorsque je suis arrivée à l'université pour apprendre et que j'ai pu parfaire mes compétences pour m'aider à comprendre qu'est-ce qui me reste. J'avais cette opinion sur le secteur environnemental, qu'il s'agissait du recyclage et ainsi de suite. Mais il s'agit, de fait, c'est beaucoup plus que cela. Au cours de la dernière décennie, je dirais que c'est vraiment simplement essayer de comprendre, apprendre le plus possible. Et j'ai appris en faisant les choses et en m'entourant des gens qui ont beaucoup de connaissances. Je pense qu'il y a des limites à ce que l'on peut apprendre dans une salle de classe. Assurez-vous que vous vous entourez de gens et d'amis qui vous permettront de, d'analyser le grand portrait et de pouvoir retrouver des plus petits projets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire notamment d'appliquer des cadres d'objectifs de développement durable, de ODD? Utilisez cet espace dans vos collèges, dans vos universités ou même dans votre petit groupe du vendredi soir. Entamez ces échanges et posez la question, qu'est-ce qui vous intéresse? Et éventuellement, j'ai constaté que le fait de travailler dans cet espace, ça me ressemblait, ça ressemblait à qui je suis, qui était ça ressemblait à ma culture. Je suis sikh et un apprentissage de ma culture, c'est la notion de seva, c'est-à-dire de redonner. Et le fait pour moi de travailler dans cet espace, de m'orienter, de travailler en vue d'une justice climatique, c'est mon seva. Voilà mon approche face à mon travail. Bon, je pense m'être éparpillée un peu. Je vais m'en tenir à cela. Ici, Angelina, il y a une question de la part d'un des participants, des participantes. Donc, je voulais savoir où nous en étions. Ici, Kat. Oui, j'aime beaucoup parler. J'aimerais ajouter quelque chose, dit Kat. Je reviens, je pense à ce qu'a dit Jasmine. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans cet espace. Eh bien, ils souffrent du syndrome de l'imposteur. Lorsque les gens, par exemple, on leur dit, ben, vous méritez d'être ici, mais pas de cette façon-là. Pouvez-vous être ici et être jolie et être cette personne de couleur de circonstance? En vous expliquant mon vécu, je peux vous dire que en partie, c'est la chance et en partie, c'est le mérite. Mais ne N'oubliez pas la chance. Si vous vous retrouvez dans un espace et vous jugez que vous n'êtes pas à votre place, eh bien, peut-être que justement, vous devriez y être. Ça veut dire que votre voix manque à cet espace. Lorsque les jeunes se retrouvent dans un espace où ils ne se sentent pas à l'aise, la première réaction, c'est de reculer. Mais je pense qu'à ce moment-là, on doit militer pour qu'il y ait davantage de voix dans cet espace. Mais je pense que ce n'est pas un privilège pour les jeunes de se retrouver dans ces espaces. C'est notre rôle d'y être. Et je pense que l'on doit simplement utiliser ce mantra, c'est-à-dire je suis ici et je mérite d'être ici. Et il y a ce manque de confiance parfois d'être dans cet espace. Merci, dit Angelina. Et je pense que c'est un bon rappel et une bonne leçon. Moi, je me suis déjà sentie ainsi, à savoir qu'est-ce que je fais ici, je ne mérite pas d'être ici, mais c'est une des raisons pour lesquelles on est là, justement. Alors, quelques points. Il y a une question de l'auditoire, mais je me disais que ce serait peut-être un bon moment également d'avoir un peu d'interaction. Et je sais que c'est difficile lors d'un webinaire, mais entre Kat et Jasmine, il y a des jeunes qui sont à des tables de prise de décision, notamment pour ce qui est de l'action climatique. Donc, voici votre occasion de parler de ces gens. Mais j'aimerais aussi poser cette même question aux membres de l'auditoire.
Que se passe-t-il dans vos communautés? Qui sont les jeunes qui sont à ces tables? Et peut-être que s'il n'y a personne à ces tables, on pourrait discuter de ce qui manque à ces tables. Cela nous donnerait une chance d'échanger entre les participants, participantes et aussi les conférencières. Mais pour Kat, Carline ou Geneviève, à part vous, qui, qui effectue du changement dans vos communautés ou des communautés au-delà de vos communautés géographiques? Kat, allez-y. Vous pensez à quelqu'un? Je sais que vous aimez bien vous exprimer. Ici, Kat. Donc, il nous reste peu de temps. Je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi. Comme organisation menée par des jeunes, eh bien, vous savez que Carly et Jasmine font du travail incroyable et j'aime bien pouvoir suivre leur communauté. Donc, Jasmine a été une collègue, une mentor et Carly également. Donc, il y a vraiment de bons réseaux de pair à pair ici. Mais au cours de la dernière année, je pense que nous avons reçu 1,6 million de demandes de financement, mais nous n'avons pu octroyer que 200 000 dollars. Donc, j'aimerais les nommer tous et toutes parce que nous n'avions pas la capacité de financer ces groupes, plutôt qu'un manque de mérite de ces projets. Shake Up the Establishment fait de l'excellent travail au niveau du militantisme des outils de formation. Il y a un projet autochtone qui s'en vient, qui cherche à s'assurer que les jeunes autochtones peuvent faire partie de différentes tables, mais il y a aussi BIPOC 2 COP. Donc, si nous avions de l'argent supplémentaire, certainement, on ajouterait, il y a le Canadian Youth Council, Reimagine 17, donc aussi cette organisation qui cherche à s'impliquer dans ces établissements postsecondaires au Québec. Il y a eu cette grande grève climatique à Montréal. Aussi, le Climate Justice Organizing Hub. Ils font du travail incroyable. Ils sont vraiment axés pour aider des projets sur le terrain et des projets climatiques. Ils ont d'excellentes sessions de stratégie. Ils ont d'excellentes ressources. Un excellent groupe. Bon, je pourrais continuer longtemps. Enfin, je vais laisser le micro à Carly et à Jasmine. Merci, Kat. Bon, je prenais des notes, dit Carly. Tout d'abord, je vais parler d'un groupe à Kahnawake. Ce n'est pas nécessairement dirigé par les jeunes, mais c'est pour les jeunes. Et on pense au Guardian Audio. C'est les garderies pour les jeunes. Et ici, on pense aux 7 prochaines générations. Et je veux en parler parce que enchâssé dans nos langues, c'est le respect pour notre terre, pour notre culture. Et c'est impossible d'évoquer à quel point c'est incroyable pour les jeunes de grandir avec cette ressource. Et ils sont toujours à la recherche de financement. Je pourrais l'ajouter dans la section clavardage ou Angelina, peut-être que vous pourriez le mettre. Il y a plusieurs enseignants et enseignantes à cet endroit qui sont des jeunes également. Je voudrais aussi, pour revenir à BIPOC 2 COP et les personnes qui ont travaillé avec moi pour ce projet, Indigenous Climate Action, il y a énormément de jeunes qui travaillent avec eux. Vous pouvez donc aller voir leur site Internet pour consulter le projet. Au plan personnel, j'ai une amie, Kristen Perry. Elle a une page qui s'appelle Kiki's Gardening, qui aide les gens à préparer leur propre jardin et aussi des jardins communautaires. Son objectif pour elle, c'est vraiment d'avoir lopin de terre pour pouvoir
exploiter ce genre de jardin. Et ce genre de travail, c'est aussi important pour nous que le travail de politique. Bon, pour les jeunes avec qui je vais voyager, il y a Julie Delisle qui travaille au Bureau de protection de l'environnement ici à Kahnawake. Et nous avons eu un nettoyage des berges les samedis, vérifier leur page Facebook dans la région de Montréal. Souvent, on demande aux gens qui n'habitent pas dans la communauté de se joindre à nous, à Kahnawake. Et ici, l'impact collectif à Kahnawake, qui sont les coordonnateurs. Il y a une collègue qui s'occupe d'un programme de mentorat sur le langage, sur la langue plutôt et la culture, et Martin qui travaille sur la souveraineté alimentaire. Il y a tellement de gens qui sont impliqués. Ici, Angelina, et je mets en valeur les liens, notamment lorsque l'on parle de climat, on parle d'être vert, de recyclage, mais aussi une question de langue, une question d'alimentation. Alors, merci, Colleen. Il nous reste quelques minutes. Je vais céder le micro à Jasmine, pardon, et ensuite, j'ai une question de l'auditoire. Ce sera très rapide, dit Jasmine, parce qu'il y a tellement d'organisations pour les gens qui sont vraiment interpellés par cette question et qui veulent aider quelqu'un. Écoutez, envoyez-nous un courriel, dites-nous quels sont vos objectifs et nous allons vous mettre en communication avec les gens. Ça peut être nous, mais ça n'a pas besoin d'être nous. Nous, comme jeunes, dans cet espace, nous pouvons également créer des liens. Mais shake up the establishment, félicitations, apathy is boring, Forest Youth Movement. Bon, je suis retournée à Alberta récemment, mais une organisation que j'aime beaucoup qui s'appelle Color the Trails, de faire la promotion de l'extérieur des sentiers. Il y en a tellement. Je m'en tenir à cela. Ici, Angelina, nous allons envoyer l'enregistrement. Donc, si vous aimeriez m'envoyer des ressources, nous allons pouvoir les inclure dans notre envoi. Donc, il y a Natalia qui pose une question. Je pense que vous pouvez les voir. Vous pouvez dire, c'est vraiment génial de voir à quel point le mouvement des jeunes a progressé. Voici ma question. À quel moment est-ce que vous avez constaté que le travail intergénérationnel fonctionne bien dans le domaine de lutte climatique? Il nous reste 4 minutes. Dans plusieurs espaces, de fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes et qu'il se manque de conception que les jeunes s'en prennent aux plus vieux. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a plusieurs projets intergénérationnels qui fonctionnent bien. Pour être honnête, j'ai de la difficulté à définir l'intergénérationnel. Pourquoi ne pas inclure les avis des jeunes qui, de fait, vont façonner le futur, l'avenir du monde? Je l'ai vu aussi dans différents formats, par exemple, avec certaines organisations. Par exemple, il y a des gens que moi je connais personnellement qui sont le résultat d'avoir pu être des premiers colonisateurs au Canada et maintenant ils parlent aux autres personnes de leur communauté et au sein de leur réseau. Donc ça, c'est un exemple de travail intergénérationnel. Même l'élaboration des politiques, il y a eu des groupes directeurs de jeunes. Mais ils ne sont pas tous égaux, ces groupes. Par contre, c'est un point de départ pour des échanges intergénérationnels. Je dirais également que ce n'est peut-être pas l'exemple le plus évident de collaboration intergénérationnelle, mais on voit de plus en plus de candidats et candidats politiques plus jeunes. Lorsqu'il y a des plus jeunes dans ces courses sur leadership, c'est important d'avoir des résultats par rapport à ces résultats, à ces élections. Mais
le fait justement d'avoir des organisations plus jeunes qui travaillent avec d'autres générations, notamment pour désinvestir dans certains projets. Merci. Dans la culture Mohawk et dans la culture autochtone de façon générale, eh bien, dans ma culture, nous avons cette idée que toutes les têtes sont équivalentes, c'est-à-dire que toutes les voix sont équivalentes dans ces espaces. Et il n'y a personne qui est au-dessus de quiconque d'autre. Et ça s'applique également aux âges. Donc, on écoute autant les jeunes que les aînés. Et dans mon expérience, il y a des choses qui sont très positives. Notamment, Kenneth Deere, c'est un aîné qui a participé à des conférences des Nations Unies depuis plus d'une décennie. Et la première fois que je suis allée à COP25 à Madrid, eh bien, la semaine dernière, il m'a offert des conseils et il voulait nous écouter. Il voulait trouver des façons de nous inclure dans des espaces auxquels il avait déjà accès. Alors, nous utilisons son expérience, ses conseils, son expérience, mais il nous écoute également pour savoir ce qui nous intéresse. Bon, ça devrait se passer à tous les niveaux de la communauté, mais enfin, c'est notre objectif. Et Jasmine, tout d'abord, cet espace pour les jeunes, ce n'est pas un espace seulement pour les jeunes, exclusivement pour les jeunes. Donc, bientôt, je ne serai plus jeune. Mais je pense qu'on veut mettre les voix et les jeunes au centre. On veut amplifier les voix. Parce que les voix qu'on entend, si je dois être franche, ont tendance à être des hommes blancs âgés. Et les gens qui sont le plus touchés par le changement climatique, ce sont ces gens qui ont la capacité de militer pour eux-mêmes et pour leur communauté. C'est cela pour moi l'espace, c'est-à-dire, bon, vous avez plus de 30 ans, vous n'avez plus de voix. Absolument pas. De fait, cette discussion nous écarte tout simplement de ce que devrait être cet espace. Donc, pour ce qui est de l'intergénérationnel, je pense que l'on peut établir des partenariats. Les collaborations, les partenariats les plus importants que nous connaissons, c'est lorsque nous avons des organisations qui nous disent comment pouvons-nous nous appuyer, à quoi ça peut ressembler. Voici des financements, du financement plutôt sans engagement de votre part. Voilà comment nous jugeons que c'est bien d'être dans cet espace. Merci Jasmine, merci Kat, merci Carline, merci de vos réflexions et vos connaissances. Il va nous manquer de temps. De fait, on arrive justement à temps. Donc, merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Nous apprécions votre curiosité et votre souci de la Terre-Mère. Et alors, continuons et nous allons être en communication avec vous, avec les enregistrements et les ressources de cet rappel. Merci tout le monde. À bientôt, j'espère.